Moi, je suis en tout cas ravi de présenter cette dernière session des 4 webinaires de printemps que la SFSA a organisé. C'est vrai qu'on a passé près de 18 mois sans se voir. La SFSA, les professionnels de la santé de l'adolescent qui d'habitude se réunissent pour échanger 2 fois par an aux journées de printemps, aux journées nationales d'hiver. Ça. Et c'est pour ça qu'on a relancé mode de retrouvailles qui était les webinaires de printemps. Et on a choisi le thème de la rencontre avec l'adolescence, qui est aussi une façon de nous rencontrer nous-mêmes. Donc ce soir, c'est le dernier des 4, c'est sur le thème la rencontre distancielle, ça marche. Et c'est les docteurs Sophie Slovaque et Sébastien Garny de la Rivière, qui sont pédopsychiatres à Amiens. Sébastien Garny de la Rivière est en plus membre du bureau de la SFSA, qui vont nous présenter leur expérience et expérience positive qui d'ailleurs répond un peu au dernier webinaire où on avait discuté des avantages et des limites de la rencontre en distanciel. J'en profite quand même pour rappeler en introduction que la prochaine fois qu'on va se retrouver pour de bon en vrai, ça sera le congrès de Lyon, hein, sur le thème du sport et de l'activité physique à l'adolescence. Bouge, qui sera la grande occasion que je vous prie de noter dans vos agendas les 21 et 22 octobre, puisque c'est là qu'on pourra se retrouver à Lyon, dans le prestigieux stade de l'OL. Hein, et donc là, on a de quoi vraiment échanger sur plein de thématiques autour de l'adolescent, avec une focale plus large que seulement la santé somatique ou la santé mentale. Donc, place au webinaire. Donc, vous avez choisi ce titre avec un point d'exclamation. Ça marche donc, le distanciel, et en plus avec des patients peut-être un peu particuliers que vous allez nous présenter tout de suite. Voilà, Sébastien et Sophie, à vous la parole. Merci Paul, merci beaucoup, bonjour à tous. Effectivement, donc la téléconsultation, ça marche. On a mis point d'exclamation, on va dire point d'exclamation, point d'interrogation. Hein. L'idée, c'est d'animer le débat. On a des points positifs et des points négatifs. Donc voilà, c'est limite et avantage qu'on va vous présenter. Donc juste petite précision, effectivement, donc moi je travaille sur le CHU d'Amiens, donc ma collègue Sophie Slovaque a été interne chez nous, formée à la DBT, et actuellement Sophie, tu peux, je ne sais plus sur tu es dans le Nord-Pas-de-Calais, mais quel exactement, Douai, c'est ça? Non? Oui, c'est ça, très bien. Donc Sophie Slovaque est pédopsychiatre sur Douai. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on fasse chose de plus interactivement possible. Donc, n'hésitez pas à poser les questions là sur le chat. Et puis, donc, Paul se fera votre porte-parole. Alors, soit effectivement, s'il y a des questions qui semblent très importantes, on peut s'interrompre au milieu je pense, voilà, moi, je n'ai pas de souci à m'interrompre dans la discussion. Et puis, sinon, on reprendra à la fin de notre présentation. Donc, effectivement, grande question, téléconsultation pour adolescents, borderline, donc TPL. Désolé pour les acronymes, on va en utiliser beaucoup. Donc, TPL, trouble de personnalité limite ou trouble de personnalité borderline, outil ou frein. Une première étape avant de parler de tout ça, effectivement, c'était, je pense, définir brièvement, parce que bon, ce n'est pas l'objectif de faire un long cours, mais voilà, donner un petit peu les cadres de notre définition et notre approche du trouble de personnalité limite. Et puis, ce que c'est que cette fameuse thérapie comportementale dialectique, donc TCD, parfois je dirais par excès de langage DBT, hein, pour Dialectical Behavior Therapy, qui est la version, le titre nord-américain. Mais autant que possible, effectivement, il faut maintenant utiliser le terme TCD ou TCDA pour adolescents. Donc, la thérapie comportementale dialectique adaptée aux adolescents. Donc, la TCDA. Bon, quelques sources, voilà. Donc, de toute façon, là, vous aurez le diaporama à revoir si vous voulez avoir un petit peu de littérature. Voilà. La littérature s'enrichit de plus en plus sur la DBT, hein, qui a commencé dans les années 98-96, si je me rappelle, avec Marshall Linehan. Elle s'enrichit au fur et à 93. mesure. 98? 93. 93. 93. Parfait, merci. Elle s'enrichit au fur et à mesure d'expériences. Les implantations françaises sont beaucoup plus récentes. Chez l'adulte, voilà, les choses commencent à émerger, principalement Genève, Strasbourg. En termes de thérapie comportementale dialectique pour adolescents, Amiens est le premier centre à l'avoir implanté. Actuellement, à ma connaissance, le seul centre à la pratiquer, en tout cas de manière complète. Vous allez voir, c'est une thérapie très protocolisée.
Donc, on va ensuite, donc voilà, donc, juste que rapidement rappeler la définition pour qu'il n'y ait pas confusion. On parle, nous, du trouble de personnalité limite hein, ou borderline, à différencier effectivement du concept plus psychodynamique d'état limite ou d'organisation limite de personnalité, comme les définissent Bergeret ou Kenberg. Même si, effectivement, vous allez voir, puisqu'on met quelques éléments de définition, on retrouve, hein, les choses se recoupent et les définitions se recoupent entre les concepts psychodynamiques et les définitions plus catégorielles et dimensionnelles. Mais c'était important quand même de faire la différenciation. Le trouble se posant effectivement à partir de 11 ans sur une symptomatologie supérieure à 1 an avec un retentissement fonctionnel, comme très souvent effectivement dans les définitions DSM. Donc effectivement, les critères d'évaluation, le DSM maintenant 5, il en faut 5 critères sur 9, la CIM 10 hein, que vous utilisez certainement beaucoup pour les pédiatres qui sont parmi nous. Et sinon, donc ça c'est plutôt catégoriel, sur un aspect plus dimensionnel, on utilise beaucoup le DIB, Diagnostic Interview for Borderline, qui effectivement permet de catégoriser le trouble en fonction des grandes dimensions qu'il définissent, que je vais vous définir juste tout de suite, précédemment, maintenant. Voilà, on y va. Donc, des grandes dimensions qui font le lit du trouble. La première, la dysrégulation émotionnelle. Effectivement, donc des jeunes avec effectivement des grandes difficultés à réguler leurs émotions, des excès émotionnels intenses, inappropriés, une difficulté à contrôler la colère et il en découle effectivement une instabilité affective avec une réactivité marquée de l'humeur. La dysrégulation, elle est également comportementale avec effectivement l'impulsivité au premier plan. Alors, effectivement, dans au moins 2 domaines, mais effectivement, donc des jeunes très impulsifs qui passent à l'acte, tant au plan auto que hétéro-agressif, et effectivement, donc des gestes menaces suicidaires, des automutilations, des gestes parfois médico-légaux, des mises en danger, voilà, autant de gestes très compliqués qui entravent beaucoup la prise en charge et la thérapie. La dysrégulation, elle va être également sur le plan des perturbations des relations interpersonnelles. Ce sont des jeunes qui, effectivement, vont avoir des efforts effrénés. Hein. Ils ont parfois, effectivement, une histoire abandonnique, hein, pour ceux qui en ont rencontré, même si ce n'est pas systématique. Mais en tout cas, effectivement, le vécu abandonnique et le rapport d'objet abandonnique et l'angoisse de perte d'objet est au cœur de la question. Et donc, des efforts, effectivement, pour éviter l'abandon, avec effectivement un mode de relation interpersonnelle qu'on appelle anaclitique, qui est effectivement très instable, le tout ou rien, des jeunes qui vont être dans la fusion ou effectivement dans l'idéalisation ou alors dans le rejet complet. C'est tout ce pas de danse, ce tango qu'on peut faire avec les adolescents borderline, qui est à la fois passionnant, mais à la fois très compliqué. La dernière des dimensions, c'est cette diffusion d'identité, principalement dans les moments de stress intense, avec effectivement ce qu'on appelle nous des distorsions cognitives. L'identité devient plus floue. Le sentiment de vide, ça c'est vraiment quelque chose que tous les adolescents borderline vous décriront dans les moments d'angoisse. Et c'est souvent ça qui fait qu'ils passent à l'acte. C'est pour aller tester la réalité, la réalité de leur existence. Et dans les moments vraiment de stress, parfois même une idéation persécutoire et des symptômes dissociatifs. Voilà, ces éléments pour vous montrer qu'effectivement, on est face à des adolescents. Voilà, on va poser la question de la téléconsultation. On ne sait pas faciliter la tâche. Ces adolescents borderline sont par définition des ados qui vont être compliqués à prendre en thérapie et encore plus compliqués. Enfin, la question, tout l'enjeu et tout le stress, c'était comment est-ce qu'on pouvait les prendre en thérapie à distance. Des jeunes instables qui ont du mal à reconnaître l'émotion, qui vont passer à l'acte. Autant de questions qui nous ont beaucoup angoissés en disant du jour au lendemain, on n'aura plus que l'écran et comment est-ce qu'on intervient, quoi. D'où la problématique voilà, qui nous est posée. L'épidémio sur la population générale, quasiment anecdotique, 3%, encore que ça varie un peu selon les stats. Par contre, sur les populations cliniques, on arrive à des stats beaucoup plus importantes. Alors là, la fourchette, c'est plutôt un râteau, 11,78%. Tout dépend effectivement des comorbidités qu'on va mettre avec. Si on est stricto sensu avec juste le trouble de personnalité, on va effectivement avoir des taux qui sont entre 11 et 40%. Mais en fait, le trouble de personnalité pure est extrêmement rare. Il est très souvent associé à d'autres comorbidités, dépression, consommation de toxiques. Et c'est là qu'effectivement, rapidement, les chiffres grimpent et on atteint en général, moi, ce que je trouve effectivement plus proche de la réalité, 50 à 70% en population clinique.
et encore plus donc, en population suicidant. Notre dernière cohorte qu'on a menée sur Amiens, sur à peu près 300 patients, retrouvait 70% de borderline dans une cohorte de suicidants. Voilà pour vous donner un peu l'idée. Donc, encore une fois, des patients très compliqués à prendre en charge parce qu'effectivement, des patients qui sont dans la GIR, de manière très importante. Et donc, forcément, la distance, la question du distanciel pose beaucoup de questions. Quelques explications sur la thérapie comportementale dialectique, puisque c'est le modèle qu'on a décidé d'appliquer à ces adolescents, y compris en distanciel. Le concept un petit peu de base, c'est cet auto-entretien entre la dysrégulation émotionnelle et l'environnement invalidant. C'est Marsha Linehan qui a développé le concept. Elle part du principe que les adolescents borderline ont un élément de dysrégulation émotionnelle. Elle ne va pas chercher forcément à aller donner une explication étiologique, peu importe, on est sur un modèle nord-américain, donc on est sur effectivement une question de dysrégulation émotionnelle. Est-ce qu'elle est acquise? Est-ce qu'elle est innée? Est-ce qu'elle est génétique? Est-ce qu'elle est épigénétique? On ne va pas forcément se poser la question à ce moment-là. Voilà, ça c'est plus tôt. On va laisser effectivement à d'autres théoriciens et à d'autres abords voilà, d'autres orientations cette question-là. Voilà, on est sur un modèle nord-américain, on a une dysrégulation émotionnelle. Face à cette dysrégulation émotionnelle, donc pour définir une dysrégulation, c'est effectivement une réactivité beaucoup plus forte à l'émotion. Donc voilà, une montée en émotion bien plus importante que la moyenne et surtout un temps de redescente à l'émotion normale qui va être beaucoup plus long. Donc des enfants effectivement qui vont surréagir et réagir plus longtemps. Et face à eux, un environnement qui va prêt. Pas prêt parce qu'effectivement, pas forcément préparé ou parfois invalidant, enfin très souvent, parce qu'effectivement, à force de vivre cette espèce de montagne russe émotionnelle, l'environnement va finir par banaliser l'émotion ou là, en tout cas, voilà. Quand je parle d'environnement, l'idée, c'est pas de dramatiser ou de stigmatiser le parent, parce que l'environnement, c'est pas que le parent, c'est l'école, c'est les amis. C'est juste rappeler que l'adolescent borderline vit au fil de sa vie une série d'invalidations de son expérience émotionnelle. Et ça, c'est très important, puisqu'effectivement, l'invalidation de l'expérience émotionnelle auto-entretient cette dysrégulation. Plus on l'invalide, plus il va monter, enfin, faire de l'émotion forte pour pouvoir être compris. Et c'est effectivement, là, on a mis une petite flèche, mais en fait, c'est un cercle vicieux qui se vit. C'est effectivement, je n'ai pas accès à la flèche, mais voilà, un cercle qui tourne entre dysrégulation et environnement invalidant. Les choses s'auto-entretiennent. Je ne sais pas, j'espère que j'ai été bien clair. Je vais assez vite parce qu'on est assez limité par le temps. Le modèle dialectique, c'est tout l'art de trouver l'équilibre entre acceptation et changement. L'acceptation, ça va être premièrement la validation. C'est savoir rencontrer l'adolescent en lui disant « Ok, voilà, tu as ces traits de personnalité, c'est un fait, voilà, on va vivre avec, on ne va pas chercher à te changer, à te modifier. Les thérapies TCC de première vague cherchaient vraiment le changement de comportement directement. Non, dans le trouble de personnalité, on va commencer par accepter le sujet tel qu'il est, avec un modèle de communication réciproque, et on va d'abord le valider dans ce qu'il est. Par contre, on va mettre en avant toute une série effectivement de soucis dans cette traits de personnalité. En même temps, on va soulever des forces. Hein. Les borderline ont beaucoup de points positifs. Ils sont souvent très créatifs, très sensibles à l'émotion. Mais malheureusement, quand on les rencontre, c'est avant tout les éléments qui entravent leur quotidien qui sont au premier plan. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Et donc là, on se met sur le chemin du changement. Et la question, c'est la résolution de problèmes. Et on va partir de leurs problèmes. Ça ne marche jamais. Bon, ça, c'est valable effectivement pour globalement en pédopsychiatrie. Rien ne marche mieux que quand les choses viennent du patient. Donc, effectivement, on va prendre le problème du patient et commencer par ça. Et ensuite, on va tranquillement l'amener au problème qu'on trouve être le problème central et on va y aller. On va y aller avec un style parfois un peu irrévérencieux. C'est un modèle nord-américain, donc on n'hésite pas à rentrer un peu dans l'art du patient. Donc, en tout cas, voilà, 4 piliers sur la modalité de la thérapie. Ça, c'est très important. Une thérapie individuelle, une fois par semaine, 1 heure avec un thérapeute. Une fois par semaine également, pendant 1 heure, un groupe d'entraînement de compétences, un groupe adolescent et un groupe parents. Alors ça, en fonction des modèles, on va avoir adolescents et parents ensemble ou adolescents et parents séparés. Et un soutien téléphonique. D'emblée, soutien téléphonique, avant même que le Covid arrive, posait beaucoup de questions. Quand j'allais présenter un peu la TCD
aux différents CMP, aux différents centres hospitaliers où je voulais l'implémenter. D'emblée, les gens disaient, mais alors, mais comment est-ce qu'on fait soutenir des borderline par téléphone? C'est quand même un peu casse, voilà, c'est un peu risqué. On risque un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on fait s'il passe à l'acte? Comment est-ce qu'on peut se garantir les choses? Et donc, déjà, cette question du soutien téléphonique posait déjà les questions de la téléconsulte. Donc, c'est déjà très intéressant. Dernière modalité, la supervision, forcément. C'est une thérapie qui attaque. Hein. Les borderline, c'est des patients qui sont difficiles. Donc, forcément, supervision, intervision d'équipe. Donc, nos objectifs. Donc, voilà, on est sur une thérapie symptomatique. Hein. Voilà, on va d'abord agir sur les symptômes. L'objectif, c'est vraiment de creuser le sillon à une thérapie plus longue, psychodynamique ou d'autres orientations, peu importe. Mais nous, on va vraiment d'abord enlever tous les comportements qui interfèrent. Réduire les comportements suicidaires, réduire tous les comportements qui interfèrent avec la thérapie, améliorer la qualité de vie, augmenter les compétences, c'est-à-dire effectivement voilà, cette dysrégulation émotionnelle, cette difficulté dans les relations interpersonnelles, et améliorer le respect de soi. L'objectif vraiment, c'est de préparer l'adolescent à se mettre en thérapie, à réfléchir, à pouvoir se mettre en récit. Voilà un petit peu. Je pourrais aller plus loin s'il y a des questions, si vous voulez, sur la question. C'est une thérapie nord-américaine, donc contractualisée. Et en même temps, je trouve ça très intéressant. Le thérapeute et le patient s'engagent, signent un contrat. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Enfin, on ne prétend pas être des magiciens et on n'en est pas d'ailleurs. Et voilà, c'est pas le gold standard, même si effectivement la littérature donne de bons résultats. Mais on s'engage auprès du patient à faire du mieux qu'on peut. C'est vraiment ça. Le thérapeute et le patient se disent, on va faire chacun du mieux qu'on peut pour que ça marche. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais j'espère que j'ai été assez clair sur les bases théoriques. Voilà, je vous encourage, si vous voulez avoir plus d'informations, à lire un peu notre article qui est en français, donc sur l'adaptation de la DBT au milieu francophone avec des patients borderline. Je laisse la parole à Sophie, slovaque, qui va donc maintenant nous parler effectivement de l'aspect téléconsultation. Merci beaucoup Sébastien. J'espère que je ne l'ai pas trop speedé par rapport au diapo. C'est vrai que c'est assez dense comme sujet. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion de réfléchir un petit peu à notre expérience, notamment du Covid, où j'étais interne dans le service de Sébastien, au moment où on a dû du coup faire une transition un peu rapide sur de la téléconsultation. Donc, le modèle, c'était outil ou frein. Ça m'a beaucoup posé de questions. Donc, comme vous le savez, en 16 mars 2020, on a eu un confinement national avec un petit message « Sauvez des vies, restez chez vous ». Et nous, on s'est un peu posé la question, quel impact sur nos adolescents suicidants de rester chez soi enfermés en fait. Comme vous l'avez reçu, on a des recommandations nationales du ministère de la Santé qui avaient plutôt tendance à prôner la flexibilité et le maintien du lien voilà, et une forme de créativité. Du coup, je voulais commencer par vous parler d'une adolescente que j'ai suivie, puis que le docteur Garnier de la Rivière a suivie à ma suite, à mon départ, d'une adolescente qui s'appelle Maya. Maya qui du coup m'a posé beaucoup de questions puisqu'elle avait une clinique que je n'avais pas bien saisie en fait avant le confinement. Donc j'ai dû la découvrir en consultation téléphonique parce que j'avais pas accès à la téléconsultation vidéo. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai pas bien saisi tous les enjeux cliniques puisqu'on était au début de la prise en charge. Et donc en fait, j'avais une adolescente qui me disait que tout allait bien, mais qui finalement m'inquiétait un peu. J'arrivais pas bien à saisir. Je sentais qu'il y avait du bruit derrière le téléphone. Et en fait, je pense que c'était une adolescente TPL assez sévère, avec beaucoup de critères, qui avait déjà fait une tentative de suicide hospitalisée. Mais finalement, au téléphone, c'était très compliqué de pouvoir capter à peu près ce qui se passait, d'avoir le lien avec les parents. Donc, je l'ai faite revenir en consultation présentielle parce que je pouvais le faire. On était au CHU. Je sais que tout le monde ne pouvait pas faire, mais parce que justement, j'avais l'impression que je passais à côté de la thérapie et qu'elle ne me disait pas vraiment tout. Du coup, ça me fait faire le lien avec le concept d'hypermentalisation. En fait, l'idée, c'est que les adolescents, ils ont une façon de gérer les émotions qui peut être assez spécifique quand ils ont un trouble de personnalité borderline, notamment avoir tendance à avoir un discours qu'on appelle plaqué. Alors, on peut souvent les accuser d'être manipulateurs. Je ne suis pas bien sûre qu'ils le fassent exprès. Globalement, ils vont avoir tendance à enjoliver un petit peu les éléments autour d'eux et donc on va avoir du mal à avoir accès à la vérité. Donc, par exemple, elle avait tendance, cette Maya, à nous parler d'une scolarité qui se passait extrêmement bien et que tout allait bien.
Mais alors, c'est au niveau de l'hygiène de vie que ça m'a un peu questionnée. À cause des fermetures des écoles, ce qui donnait quand même beaucoup de rythme aux ados TPL. Moi, tous mes ados TPL ont commencé à avoir un rythme complètement désorganisé, à dormir le jour et vivre la nuit, manger n'importe quoi, se priver de nourriture, faire des achats impulsifs. Voilà. Donc, je voyais que ça devenait n'importe quoi. Et donc, j'ai repris le modèle de vulnérabilité émotionnelle qui est dans les compétences de TCD, où on leur apprend à prendre soin de leur corps, en notamment faisant attention à leur sommeil, leur alimentation, le sport, leurs médicaments, voilà. Et en gros, c'est en faisant le point sur tout ça que je me suis rendu compte que son rythme de vie était absolument affreux. Et donc, ça m'a aidé à la faire revenir en consultation. Je craignais même qu'elle inaugure un épisode maniaque sur un trouble bipolaire, puisque je ne l'avais pas bien évalué, vu que je ne la connaissais pas encore très bien. Les facteurs de mauvais pronostic chez ados TPL, c'est les addictions, les symptômes psychotiques, les traumas multiples dans l'enfance, le nombre et la sévérité des critères TPL. Heureusement, Maya avait beaucoup de critères TPL, mais n'avait rien de tout ça. Par contre, j'avais une autre patiente qui s'appelait Iliana. Iliana, elle, c'était une patiente qui vivait en foyer, qui était placée, et qui avait qu'un pauvre petit téléphone. Et finalement, elle avait tous ces symptômes-là, tous ces facteurs de mauvais pronostic. Et on s'est beaucoup inquiété pour elle puisque elle avait du mal à s'isoler au foyer pour faire ses consultations au téléphone. Elle avait du mal à trouver un espace où elle se sentait en sécurité, confidentielle pour discuter avec nous de ce qu'elle ressentait. Et du coup, on a ce qu'on appelle la fracture numérique. Il y a une étude américaine qui a retrouvé qu'il y avait à peu près 15% des adolescents qui n'avaient pas accès à un ordinateur ou à une connexion Internet de qualité pour pouvoir faire de la téléconsultation. Donc, il faut bien faire attention à l'évaluation du milieu social de nos adolescents, notamment s'ils viennent d'un milieu précaire ou précarisé. Donc ça, c'est moi. C'est la notion de signe ostensible. L'idée, c'est que la thérapie, c'est aussi se regarder et observer ce qui se passe sur le visage de l'autre. Et notamment, surtout des patients TPL qui ont tendance à être très, très vite offensés par des réactions X ou Y ou à très vite interpréter de façon négative les choses. Eh bien, il faut revenir à des choses simples. Donc, exagérer les mimiques si on a la caméra ou sinon les exagérer au téléphone en disant « je me demande si, je ressens ci, ça ». Et donc, être très, très clair dans ce qu'on exprime. Et ce qu'on appelle la validation, ce qu'a pu expliquer Sébastien tout à l'heure. Donc, ça veut dire juste des fois refléter ce qu'ils nous disent, être sur des choses de « je pense que j'ai l'impression que tu ressens ça, 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 est-ce que tu peux me le confirmer ?» Être sur des choses très simples pour revenir à une thérapie de qualité. Bien évaluer le soutien social et familial, surtout en début de thérapie ou si on n'est pas très bien sûr. Est-ce que c'est des enfants qui sont exposés à de la violence conjugale? Est-ce qu'ils sont exposés à la violence avec leur père? Est-ce qu'ils sont victimes de violences? Moi qui travaille dans un centre Adoué spécialisé dans l'évaluation de la maltraitance, on a vu une explosion de la maltraitance pendant le confinement et on a eu une augmentation des infanticides qui a été notée sur 2020. L'accès aux soins et la téléconsultation, est-ce qu'il faut la sécurité des données à tout prix, notamment avec une certaine rigidité de beaucoup d'institutions par rapport à l'utilisation de certains logiciels que tout le monde utilise pour faire des appels vidéo, ou est-ce qu'il faut penser à l'accessibilité des moyens, notamment en cas d'urgence et de crise et on n'a pas le temps de vraiment s'adapter? Pareil, est-ce que la distanciation sociale avec la fermeture des salles d'attente et une certaine limitation des consultations doit entraver la qualité des soins? Donc ça, c'est une vraie dialectique. Je repasse la parole à Sébastien pour la conclusion. Oui, non, mais en conclusion, effectivement, je reviendrai sur la première patiente, donc sur Maya, où les choses ont évolué. On s'est heurté à beaucoup de difficultés quand même sur la visio avec les borderline sur le premier confinement, avec effectivement tous les éléments que Sophie a pu mettre en avant. On a quand même réussi, voilà, parce que je voulais quand même mettre un petit peu voilà, des éléments positifs. On a quand même réussi voilà, à s'améliorer un petit peu avec la pratique. Et effectivement, l'expérience du deuxième confinement avec notre patiente a été assez riche. Alors, mais avec voilà, c'est plusieurs éléments. Premier élément, effectivement, on parlait voilà, de la question de l'outil numérique. Deuxième confinement, on maniait beaucoup mieux l'outil numérique puisqu'on a été obligé d'utiliser des outils sécurisés. On ne pouvait pas utiliser les Zoom et autres Skype. On a été obligé d'utiliser le logiciel imposé par l'hôpital pour faire la téléconsultation, un outil qui n'était pas très intuitif, que les adolescents avaient du mal aussi à s'approprier. Et effectivement, ça, sur le deuxième confinement, on a un petit peu résolu ce problème. La fracture numérique, très important quand même, elle est restée en place. On n'y pense pas assez. On a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Alors oui, beaucoup de gens ont un smartphone, mais
n'oublions pas effectivement que les ados en foyer, trouver un coin d'intimité dans un foyer, c'est pas facile. Même à la maison. À la maison, c'est quand même très intrusif, hein. Alors, soit effectivement, on reste dans le salon et voilà, mais si on reste dans le salon, il y a toujours un parent, une oreille qui peut traîner. Soit on rentre dans sa chambre et puis c'est pas rien que de rentrer dans la chambre et de montrer sa chambre au psychiatre. C'est pas rien non plus que voilà, hein, l'adolescente se regarde beaucoup. C'est quelque chose, moi, j'ai beaucoup Mm. noté avec Maya. Elle était, alors tu parlais justement effectivement de cette question de l'expression de l'émotion et de comment ça passe sur la visio. Et les adolescents jouent beaucoup avec ça. Eux qui font un peu souvent des selfies en des émotions surexprimées. Elle jouait beaucoup avec ça, avec moi en deuxième confinement, avec vraiment des émotions surexprimées. Donc c'est marrant parce qu'elle a peut-être appris ça aussi de votre première expérience, hein, Sophie. Mais moi j'ai beaucoup, voilà, c'est quelque chose qui était assez intéressant. Ce qui a fait aussi que c'était beaucoup plus stable, c'est que notre patiente Maya, elle était stabilisée. On avait réussi effectivement, entre-temps, en présentiel, à faire quand même pas mal de modules de DBT et on l'avait stabilisé sur le plan de l'agir. Donc, on pouvait faire de la téléconsulte sans risquer l'écueil principal, à savoir de voir une gamine commencer à se scarifier et d'être complètement bloquée. Pour rassurer un petit peu les gens quand même, le logiciel de téléconsultation nous obligeait, effectivement, on était toujours en lien, enfin, on avait le numéro de téléphone du parent ainsi que l'adresse email du parent. Donc, en cas de souci, on pouvait tout de suite, bien sûr, prévenir le parent et faire intervenir les secours, hein. On n'était quand même pas sur des choses risquées. Voilà un petit peu, donc notre patiente, progressivement, les choses sont plutôt bien goupillées. On a poursuivi la thérapie en visio et puis on l'a reprise en présentiel. Aujourd'hui, voilà, c'est une patiente qui est plutôt stabilisée, qui s'est réinsérée scolairement, parce qu'effectivement, je pense que tu l'as dit, Sophie, mais nous a beaucoup baladé sur la scolarité dans ces périodes de confinement. Elle a beaucoup joué avec ça. Et nous, on est un peu passé à côté, comme je pense beaucoup de gens, à cette question de la scolarisation pendant ces 2 années de confinement. Elle a été vraiment catastrophique. Et c'est une jeune qui a réussi à se réinsérer scolairement. Bon, sur un mode un peu particulier, puisque là, elle va aller un petit peu aux États-Unis pour, voilà, mais bon, c'est une jeune borderline, donc c'est aussi un peu partie de leur histoire. Elle va passer un an aux États-Unis, un an de césure avant de se rescolariser. Donc voilà, mais en tout cas, elle va quand même suivre des cours d'anglais là-bas, voilà, et puis elle a pris des cours là pendant l'été, elle va prendre des cours de rattrapage. Donc voilà, il y a une vraie volonté, puis il y a un projet. Il y a vraiment un projet derrière, ce qu'il n'y avait pas avant, quoi. Voilà un petit peu pour notre patiente. Puis je crois qu'il y a quelques diapos de conclusion que je te laisse reprendre, Sophie. Point de conclusion, donc ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Globalement, ça va dépendre beaucoup en fait du profil clinique du patient. Est-ce que vous êtes au début du diagnostic? Est-ce que vous êtes en phase d'évaluation? Quelle est la gravité du tableau clinique? Quelles sont les comorbidités? Est-ce que vous avez une alliance avec les parents? Est-ce qu'il y a une sécurité au domicile? Si tous ces éléments sont négatifs, privilégiez quand même le présentiel. Pareil, les moyens technologiques, Sébastien a insisté, hein, à la disposition du patient, certes, mais aussi du thérapeute. Je sais que tout le monde a eu des moyens très différents selon les structures où il travaillait. La souplesse aussi de l'institution et des recommandations. Est-ce que vous avez eu interdiction totale d'utiliser tel ou tel logiciel, tel ou tel moyen de visio? Et également le remboursement des actes. Je pense qu'il ne faut pas négliger puisque les consultations téléphoniques n'étaient pas remboursées par rapport aux visio. Et moi, j'étais interne et je n'avais pas de caméra, donc je faisais que du téléphone, donc ce n'était pas remboursé pareil. Voilà, merci de votre attention. Bravo, bravo à tous les deux, parce que vous nous avez fait le retour d'une expérience et les témoignages de situations cliniques et thérapeutiques qui sont… alors moi, j'en suis troublé parce que ça fait 30 ans que je fais de la médecine d'adolescents, je m'occupe d'adolescents suicidants ou autres, et que j'ai jamais vu un seul TPL et pas fait de DBD, etc. Ce que je veux dire, c'est que on a le sentiment quand même que ces adolescents sont quand même des adolescents comme ceux qu'on connaît, qui ont des caractéristiques qui peuvent rentrer dans les échelles et dans les scores que vous avez. Mais c'est vrai qu'on ne va pas jusqu'au diagnostic. Et que ce soit un adolescent suivi entre la maison des ados, le CMP, etc., on va identifier les différentes caractéristiques que vous avez nommées sans les regrouper dans une étiquette diagnostique. Et quand vous dites que 70% des suicidants sont TPL,
Alors là, c'est carrément, j'ai travaillé 20 ans dans un service qui accueillait des tentatives de suicide, où on avait plutôt le chiffre inverse. On disait 70% des adolescents n'ont pas de pathologie psychiatrique particulière, suicidant, et il y en a 30% qui sont, plus de ce côté-là. Alors, est-ce qu'on s'est trompé pendant 30 ans? Est-ce que finalement le repérage diagnostique est tout à fait insuffisant et dommageable pour les jeunes? C'est vrai que ce qu'on a largement montré sur les suicidants toujours, c'est que l'important, c'est quand même de faire le tour biopsychosocial de la situation, c'est-à-dire l'état du jeune, son fonctionnement psychique, son histoire, son environnement, ses parents, et d'introduire, une fois l'évaluation faite, d'introduire du changement, parce qu'on sait que c'est finalement l'élément de changement qui va protéger la récidive et qui va protéger. Voilà, donc je me dis, soit comme M. Jourdain, je fais du TPL sans le savoir, soit j'ai raté carrément 70% des patients. C'est tout l'intérêt. Alors, moi, j'aime bien parler de traits de personnalité parce que je me dis qu'à l'adolescence, c'est tout l'intérêt, justement, on arrive à les aider et que du coup, le terme trouble et le terme pathologie psychiatrique, voilà. En tout cas, effectivement, les traits sont là, ils étaient là depuis longtemps et c'est bien le problème, c'est qu'effectivement, c'est de nouveau une invalidation. Voilà, c'est un nouveau mode d'invalidation que de se dire qu'effectivement, ce n'est que de l'adolescence. Et ça a été longtemps un petit peu la question. Cette fragilité, ce n'est qu'une fragilité de l'adolescence. Alors certes, les éléments qui sont décrits ressemblent à la fragilité de l'adolescence, mais chez le borderline, ils sont x10. Et c'est ceux qu'on voit à l'hôpital, en fait, on s'en rend assez peu compte, mais ceux-là, ce sont vraiment ceux qui sont fragiles. Et donc, valider auprès d'eux que tout ça sont des traits de personnalité, mais qui font partie d'eux, c'est un élément de validation qui est très important et qui les soulage. Et pendant très longtemps, effectivement, il y avait cette invalidation de dire non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de pathologie. Ça va guérir en vieillissant. Alors après, on mettait parfois quand même des diagnostics, hein, heureusement. Mais la validation en disant voilà, on est sur des traits de personnalité maintenant, on va partir ensemble sur, voilà, sur une thérapie où voilà, on va essayer d'opérer les choses, d'opérer le changement. C'est un élément important pour l'ado. Super rassurant. Jamais dire il n'y a rien. Ça. Non, je me suis mal exprimé. Oui, J'aurais quelque chose à rajouter. En fait, traditionnellement, les troubles de personnalité, ça a toujours été compliqué pour que la psychiatrie les intègre. Il y a beaucoup de psychiatres qui, encore maintenant, pensent que les troubles de personnalité, ce n'est pas un problème psychiatrique. En fait, les études scientifiques montrent qu'il y a deux cohortes. Il y a les adolescents qui vont avoir un trouble de personnalité, on va dire, parce que moi, je dis le terme trouble, mais en tout cas, qui va être juste de passage à l'adolescence, comme on peut observer les troubles des conduites limités à l'adolescence, où les adolescents vont être extrêmement actifs pour se mettre en danger, et puis pouf, ça va disparaître en vieillissant. Et on a une deuxième cohorte qui, en fait, on est malheureusement sur des patients qui vont avoir une poursuite de leurs troubles, voire une aggravation. Et donc, en fait, nous, on a l'idée aussi d'un repérage précoce, et c'est une orientation qui est en fait suivie au niveau international, où on a tendance à les repérer très, très tôt. Il y a même des endroits où des 3 ou 4 traits de personnalité pathologique qui commencent à les avoir dans leur liste d'attente, à les avoir à l'œil. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on repère aussi les gravissimes. Moi, j'ai fait des groupes d'adolescentes qui avaient déjà des tableaux de borderline adultes, comme si elles avaient 25 ans, mais elles n'en avaient que 13. Elles avaient déjà 5 ou 6 tentatives de suicide de leur actif. Et en fait, celles qui nous inquiètent le plus, c'est celles qui n'ont plus de vie, en fait. Elles sont déjà extrêmement impactées sur leur fonctionnement social, relationnel. Elles sont déjà, par exemple, victimes de violences, que ce soit par leurs petits amis, par leur famille. Elles sont des fois déscolarisées. Enfin, en fait, on a des tableaux qui sont extrêmement graves, en fait, et des patientes qui passent parfois beaucoup de temps à l'hôpital, alors qu'elles devraient vivre une vie d'adolescente. Et en fait, l'idée de ce repérage précoce, c'est l'idée de pouvoir leur proposer des choses qui sont non iatrogènes, puisque ce qu'on observe aussi, c'est que c'est des adolescents et des adultes qui vont avoir beaucoup de traitements, beaucoup de pharmacothérapie peu efficaces. Donc souvent, à l'âge adulte, ils sont à une trentaine de pourcents à avoir 3 médicaments combinés, mais qui ne vont pas bien marcher. Et donc là, en faisant de la thérapie, on sait qu'on ne fait pas grand-chose de iatrogène. Mais on peut aussi avoir des symptômes qui disparaissent au début de l'âge adulte et ça ne veut rien dire, en fait.
les graves, je crois qu'on ne les rate pas. Enfin, les graves, les multirécidivistes, ceux qui ont des symptômes sur des registres très différents, et on voit bien comment, effectivement, ils sont entravés. D'ailleurs, j'ai bien aimé dans la thérapie la phase d'acceptation des difficultés, qui est quand même un préalable, un prérequis avant de pouvoir leur rentrer dedans, là, le style irrévérencieux. Et effectivement, on voit comment il faut passer par ces différentes étapes. Il y avait en une ligne, passe sur la diapo, éliminer le risque suicidaire. Bah oui, on est tous d'accord. On fait comment, enfin, Ce sont les objectifs terminaux, hein, et genre, éliminer, diminuer au minimum le risque suicidaire, c'est l'objectif terminal de la thérapie. C'est-à-dire qu'on est sur des thérapies de 12 semaines et au bout des 12 semaines, effectivement, notre objectif, c'est que l'adolescent trouve de meilleures alternatives. On part du postulat que l'agir du borderline, effectivement, a une visée anxiolytique autant que l'intentionnalité suicidaire pure, hein. Ça, on l'observe tous, hein. C'est un rapus anxieux, c'est sentir le corps, se sentir exister plus que mourir parfois. Mais en tout cas, c'est se soustraire à la situation super angoissante. Et ça, on le valide. On commence par le valider. OK, ben oui, effectivement, là, il y a eu un moment très angoissant, une situation très déstabilisante pour toi. Et prendre des médicaments ou te scarifier, bah, ça a été la meilleure solution, enfin la moins mauvaise solution. Et ben voilà, on va valider ça. On va apprendre à décortiquer un petit peu la situation, à savoir un peu, ben voilà, qu'est-ce qui a provoqué la situation. Donc ça, c'est des modules, hein. Et il y a un module qui est très intéressant, qui est celui justement sur l'impulsivité, donc qui va être voilà, sur qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place à la place de la scarification ou de la prise médicamenteuse. Dans un premier temps, ils ne vont pas nous donner forcément les meilleures stratégies, hein. La première chose qu'ils vont nous dire, c'est fumer un joint ou prendre de l'alcool. Mais on va dire que, et c'est là qu'on va faire la balance, on fait des notes. Bah, c'est un petit peu moins pire que de se scarifier ou de prendre des médicaments. Mais en termes de tu t'es fait mal, donc en termes d'anxiolyse, allez, on est pas mal, mais en termes de tu t'es fait mal, bah, voilà, c'est un peu mieux, enfin moins pire que les médicaments, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même dommageable. Pour la semaine prochaine, on va essayer de faire mieux. Il va venir avec la semaine d'après avec une autre technique. L'idée, c'est d'arriver progressivement à les amener, en plus, ça les narcisse, hein, à trouver des techniques personnelles qui sont valorisantes. Et on arrive avec des gamins qui, en fin de thérapie, vont nous dire, ben voilà, ben moi je fais de la musique, et puis qui sont même très créatifs, parce que comme je vous dis, hein, ces adolescents-là, ce qui est magnifique, c'est qu'ils sont productifs et qu'ils sont géniaux. Donc ceux qui dessinent, ceux qui vont nous composer des morceaux de musique. Alors après, il y en a qui sont plus impulsifs, hein, ils vont aller taper dans le sac de frappe, c'est une des stratégies classiques. Voilà, autant de techniques qui vont être des techniques pour faire face à la crise et éviter le geste autodommageable. Voilà un petit peu. Tout en apprenant aussi, on va leur apprendre à décortiquer l'expérience émotionnelle et donc leur apprendre un petit peu rapidement ces pensées automatiques qui font qu'ils vont se faire du mal. C'est donc une thérapie sur un rythme hebdomadaire. Enfin, c'est quand même très, très rapproché. C'est très prenant, donc c'est effectivement une fois par semaine et donc ça c'est même 2 fois par semaine puisqu'il y a une fois par semaine la thérapie individuelle avec le thérapeute individuel, une fois par semaine le groupe. Et alors, qui garantit c'est une astreinte forte. Enfin, le patient s'engage, les parents s'engagent, le médecin s'engage. Et si on quitte la route, on est viré du… Alors, les Nord-Américains vont jusque-là. J'avoue que là-dessus, il y a un grand débat, hein. Les Nord-Américains, on s'engage, le thérapeute s'engage, et c'est un gros engagement, et donc le patient s'engage également, et tout le monde signe un contrat. Et par contre, effectivement, si le patient manque 2 séances, il est exclu. De la même manière, et ça c'est quand même plus discutable, si le patient fait un geste, il est également exclu. L'idée, pour le coup, on est vraiment très comportementaliste, c'est de ne pas renforcer l'agir. Ça, c'est la version nord-américaine. Nous, on était beaucoup plus dialectique à l'européenne. On a pris le parti de ne pas exclure les patients qui ne venaient pas. Après, le groupe a vite fait corps. On a choisi de faire un groupe ado, un groupe parent, 2 groupes différents. Se retrouver en groupe, c'était aussi pour eux, voilà, c'est ce que Labelle, notre Canadien, appelle l'effet pizza. Le fait de se retrouver était pour eux une motivation. C'est-à-dire qu'au début, ils subissaient un petit peu notre partie thérapeutique, mais ils venaient d'abord aussi pour se retrouver et échanger entre eux.
Et puis aussi, voilà, c'était aussi partager des stratégies de coping, c'est-à-dire, voilà, moi, je sais faire ça, et c'est s'exposer un petit peu aussi aux autres, quoi. Le groupe parents aussi marchait bien, parce que les parents se retrouvaient très déstigmatisés et très rassurés. En tout cas, voilà, donc effectivement, un gros engagement, mais nous, on n'a pas pris le parti de renvoyer les gens qui ne venaient pas. Mais ça fait débat, hein. Il y a des équipes qui effectivement, Moi, je expulsent. l'ai fait. Oui, voilà. En fait, on a pris le parti de faire comme les adultes, c'est-à-dire au bout de 3 absences, c'est dehors, puisque vous n'êtes plus en possibilité de pouvoir capter le contenu. Donc, c'est très strict, mais comme c'est expliqué clairement, en fait, je pense que ça a aussi un travail sur la motivation. Et on fera des groupes prochainement. Si vous êtes remotivé et que vous avez envie de venir, on est dispo. Mais ça nécessite un gros engagement. Donc, le travail sur la motivation, il est essentiel. Et je trouve que oui, forcément, après, on se retrouve avec des fois des groupes qui se réduisent comme peau de chagrin, mais c'est aussi une sécurité pour les thérapeutes de savoir qu'on travaille dans des conditions où voilà, tout le monde s'engage. Donc après, c'est ce que dit Sébastien, je pense qu'il faut aussi l'adapter à nos façons de faire, à ce qu'on aime faire, à notre style de thérapie habituel et à ce qu'on a envie de faire. Enfin, la DBT, ça paraît extrêmement strict quand on lit le bouquin. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc, je vais jamais pouvoir l'appliquer. Mais il faut garder en tête que on peut aussi le faire un peu à notre sauce et essayer des choses. Et par exemple, les coups de fil téléphoniques, dans des toutes petites équipes, c'est très difficile de pouvoir répondre au téléphone si en cas de crise, etc. Donc ça, c'est pareil, ça se négocie. Tout est travaillable. Non, mais moi, je crains l'effet de sélection pour avoir ceux qui sont prêts enfin, ceux qui sont assez motivés pour suivre finalement le programme complet qui est. Non, non, on est quand même, ouais, on a quand même volontairement, nous, choisi, en tout cas, nous, sur nos groupes, des ados vraiment agissants et particulièrement compliqués. Mm. On n'a pas, voilà. Par contre, je suis d'accord avec, effectivement, la phase d'inclusion est importante dans l'adhésion. Ça, on l'a remarqué dans nos études, hein. Plus la phase d'inclusion est bien faite, plus les adolescents restent là, enfin, participent au groupe, quoi. Des éléments quand même importants, notre thérapie vient se surajouter à une thérapie existante ou débutante. Ça veut dire que si le groupe s'arrête, l'ado n'est pas dans la nature, hein. Bah oui. Voilà. Mhm. Deuxième chose, comme a dit Sophie, parce que c'est vrai que même nous, hein, qui faisions le parti de ne pas exclure l'ado, au bout de 3 séances ratées, le contenu, l'ado a déjà perdu quasiment trop de contenu. Mais ça veut aussi on peut lui dire, voilà, écoute, là, tu as trop perdu, enfin, tu as raté trop de séances, mais les groupes s'enchaînent. Donc, peut-être que là, il vaut mieux que tu participes à la prochaine session. Donc, ça, c'est aussi important, c'est leur dire, on ne te laisse pas tomber. Tu restes dans le… Donc, on reprend un peu la phase d'inclusion. Tu vas repartir avec le thérapeute qui fait l'inclusion. Tu vas retravailler parce que manifestement, si tu n'arrives pas à participer aux séances, c'est que nous aussi, on a raté un truc, on a raté l'inclusion, on n'a pas réussi à trouver le bon équilibre. Donc, tu repars un peu dans le circuit de l'inclusion avec le thérapeute d'inclusion et tu seras là pour le prochain groupe. Donc, voilà, ce n'est pas de l'exclusion, on repart un peu dans le… En fait, dans toujours ce le qui thérapeute. motive l'entrée dans la thérapie, c'est aussi le lien. Donc, en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on sait que le problème, c'est qu'on renforce des fois involontairement les passages à l'acte, c'est-à-dire que voir un psychiatre dans l'heure qui suit quand on a fait un geste suicidaire, ça peut être très renforçant parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va avoir besoin, il y aura le psychiatre des urgences qui va nous voir. Et donc, c'est l'idée de prendre un peu le contre-coup de cette habitude-là. Et donc, ça challenge beaucoup aussi les croyances des thérapeutes, parce que c'est souvent l'inverse de tout ce qu'on leur a appris sur l'évaluation du risque suicidaire. Mais si on est très, très, je dirais, cohérent avec notre modèle, par exemple, il y a la règle des 24 heures qui fait qu'on n'est pas censé voir notre patient 24 heures suivant leur passage à l'acte suicidaire. Ce qui fait que, vous voyez, il y a des choses comme ça qui font que pour avoir du lien avec son thérapeute et comme l'alliance thérapeutique est un gros moteur, s'engager en thérapie, éviter les passages à l'acte suicidaire, ça devient quelque chose de plus intéressant. Avec la dimension sabbatique, là, j'ai bien aimé, c'est bien dans l'esprit de la SFSA, l'attention au rythme alimentaire, sommeil, etc., qui ont concerné, alors là, pour le coup, 100% les adolescents en période Covid, et avec certains enquistements dont ils ne sont pas sortis. J'ai encore une question, moi, sur finalement la place des approches classiques, psychodynamiques, psychanalytiques. Moi, j'ai un certain nombre de situations d'adolescents borderline tenues et finalement évoluant de façon positive sur des années, et grâce à des thérapeutes inventifs, créatifs, mais très psychanalytiques. Enfin, très…
Euh, et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vient après la phase la plus aiguë de vos prises en charge? Est-ce que ça n'a pas… Mm. Pour moi, c'est entièrement complémentaire. Euh, les deux peuvent se chevaucher. Moi, idéalement, je trouve que c'est intéressant de commencer par une DBT pour pouvoir se mettre en thérapie psychodynamique. Parce qu'effectivement, déjà, l'objectif quand même de la DBT, c'est de diminuer tous ces comportements qui interfèrent une thérapie psychodynamique, qui font que le patient ne va pas venir une fois sur deux à vos consultations, aux consultations du pédopsie, parce qu'il sera hospitalisé ou autre. L'autre chose, c'est vraiment ce travail de régulation des émotions où on va apprendre à l'adolescent à se mettre en récit. L'adolescent qu'on rencontre très fréquemment borderline sur une TS va nous dire « Je me suis embrouillé avec mon petit ami ou ma mère, je me suis scarifié, j'ai pris des médicaments. » Entre deux, c'est le vide total, quoi. Et on a beau ramer, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est tout ce travail qu'on va faire avec eux, qu'on appelle nous d'analyse en chaîne, c'est-à-dire remettre des petits maillons dans la chaîne, refaire le film, raconter les choses pour réussir à obtenir un petit peu, les aider à mettre du récit, à mettre des pensées, à faire que, voilà, typiquement, on fait un peu l'idée de l'émotion primaire, l'émotion secondaire. L'adolescent a ressenti une émotion primaire, hein, on s'engueule avec sa mère, on ressent de la colère, c'est normal. Et rapidement, il s'est auto-invalidé son émotion primaire avec cette pensée automatique qu'on a tous, j'ai pas le droit d'être en colère contre ma mère. Et d'un coup, l'émotion primaire normale de colère devient la culpabilité. Et cette culpabilité qui va faire que les gens vont se scarifier. Et on va lui apprendre qu'en fait, l'émotion primaire, elle est normale, elle fait partie de nous, et que c'est ces petites pensées automatiques qui sont souvent problématiques. Ces pensées automatiques, on les a tous, elles sont acquises au cours de notre vie. On prend l'exemple un peu du réflexe du vélo. Au début, on ne sait pas, on y pense, et puis après, on n'y pense plus. Et en fait, du coup, c'est quasiment l'explication des thérapies analytiques, hein. C'est au fil de notre vie, on acquiert un subconscient, on acquiert des choses qui sont automatiques auxquelles on ne réfléchit plus. Et donc, on introduit l'adolescent à cette notion sur un mode comportemental il y a des pensées en toi qui sont un peu automatiques. Et ensuite, maintenant, on va te laisser avec ton thérapeute référent. Et donc là, on passe la main au thérapeute plus psychodynamique pour travailler ces pensées, pour savoir d'où elles viennent, comment elles ont été construites. Et c'est là qu'on va pouvoir faire une thérapie systémique, familiale ou une thérapie psychodynamique. C'est là qu'on va pouvoir travailler sur d'où viennent ces pensées. Nous, on va juste aider à comprendre déjà qu'elles existent et à peut-être mettre un mot dessus. On se limite à ça, on se limite à limiter les comportements. Et voilà, c'est de la thérapie du symptôme. Et on va dire, je prends souvent l'exemple du paracétamol et de l'antibiotique, hein. Nous, on calme la fièvre, mais voilà, derrière la bactérie, l'antibiotique, c'est la thérapie psychodynamique, quoi. Nous, on va juste éteindre le feu. Le couple individuel et groupal est indispensable parce que quand on explique des choses aux gens, c'est rare que ça leur fasse quelque chose. Enfin, si je vous vois dans tel état, je dis ben moi je vois ça et je te l'explique. Bah, si le gars il ne ressent pas, ça va pas l'aider, quoi. Est-ce que c'est parce que il voit que les autres dans le groupe ressentent la même chose que lui ou décrivent la même chose que lui que ça va faire sens ou, Complètement, complètement. C'est l'échange entre eux, c'est le fait que rapidement, ils vont se dire, mais mince, ce que tu dis là, oui, moi c'est pareil, quoi. C'est ça qui va faire tilt. C'est la réaction quand ils vont nous faire leur première analyse et qu'ils vont dire, je me suis embrouillé avec ma mère, je me suis scarifié, et entre deux, c'est le vide total. Ils font tous le constat c'est un constat commun. Et ça, c'est je ouais. rapproche cette expérience des groupes d'obèses dont je m'occupe, enfin, sur le plan des sensations alimentaires, des accès alimentaires, où finalement ils n'ont absolument pas de mots, pas de récit, et par le groupe et par les échanges, ça commence à s'identifier, à se reconnaître et à pouvoir s'exprimer. Un exemple typique, on fait notamment des mises en situation avec ce qu'on appelle la technique du chapeau. On leur dit de marquer sur un petit bout de papier une situation qui a été problématique dans la semaine. Et en fait, après, on fait passer le chapeau, chacun plie son petit bout de papier. Et donc, on va piocher une situation au hasard. Donc, c'est la situation de l'un des ados, mais on ne sait pas, enfin, l'ado ne dit pas que c'est la sienne. Et on va demander à n'importe quel autre du groupe comment tu aurais réagi, toi. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais pensé? Et on demande à chacun des ados en fait, des questions différentes sur comment ça aurait pu s'enchaîner et quelles auraient pu être ses pensées automatiques. Et en fait, l'ensemble du groupe se rend compte que ils vont partager un peu ce mode de fonctionnement.
Et en fait, là, il y a une sorte d'identification entre eux qui se fait. Ils disent, bah oui, bah moi aussi, j'aurais fait ça. Ah bah oui, moi aussi, ma pensée un peu automatique, ça aurait été un peu ça. Après, on ne va pas forcément plus loin parce que dans leur histoire familiale, dans ce qui fait qu'ils ont cette pensée, là, chacun est unique. Mais ça, c'est le travail du thérapeute individuel. Nous, en groupe, on leur dit, ah bah ouais, il y a quand même ce point commun quand même. Après, on va vous laisser travailler ça en individuel, chacun de votre côté, pour savoir d'où ça vient. Moi, je pars du principe qu'un bon thérapeute, c'est un bon thérapeute. Et j'ai comparé différentes thérapies dans mon travail de thèse pour justement voir qu'est-ce qui unissait toutes ces thérapies d'orientation différentes. Et globalement, en fait, c'est la structuration de la thérapie qui, je pense, donne un cadre pour les thérapeutes et qui les rassure beaucoup. Et je pense que la clé, c'est la subjectivation. En fait, c'est l'idée que plus le patient est vu comme un sujet, et malheureusement, chez les borderline, eh ben, je trouve que les relations sont de plus en plus aliénantes autour d'eux. Et ben, plus il va aller bien. Et souvent, vous avez un ado borderline qui est bien connu des services, qui arrive aux urgences, il n'est même pas arrivé, on ne sait même pas qui c'est, et la première chose qu'on dit, c'est « Ah, c'est encore lui, il fait chier ». C'est-à-dire qu'il y a déjà énormément de stigmatisation alors qu'on ne l'a même pas vu. Et on arrive, nous, internes, et on nous dit déjà, ah oui, c'est machin, oh là là, lui, il ne faut pas le faire monter, il va foutre le bordel. Et donc, en fait, je pense que le principal à toute cette thérapie, mais comme d'autres, avec des bons thérapeutes, c'est de subjectiver ces patients. C'est vraiment de les réinscrire dans quelque chose où on les voit comme des sujets. Ça pourrait être une très belle conclusion de cette table ronde, là, parce que c'est effectivement notre objectif à tous d'aider les adolescents dans ce travail de subjectivation, et il y en a qui reviennent de plus ou moins loin. Et ceux dont vous avez parlé, ils viennent de loin. On a une question de notre collègue Yves Renando, qui est pédiatre, sur comment vous faites avec le déficit des pédopsychiatres, parce que finalement, c'est vrai que ça prend du monde, là, votre affaire. Bah là, par contre, on n'a pas de solution miracle, hein. Effectivement, on est peu nombreux. C'est une thérapie qui mobilise beaucoup de gens. En même temps, on fait du groupal. Donc, il faut se dire qu'on évite aussi des consultations individuelles. C'est une période pendant laquelle, effectivement, voilà, c'est des ados qui sont en phase de crise. Que bah, pour les porter, typiquement, on aurait dû les voir toutes les semaines, on aurait dû les mettre en groupe de médiation. Donc voilà, donc finalement, au niveau de l'implication du pédopsychiatre, entre les voir toutes les semaines en individuel ou en voir 5 en même temps, voilà. Alors après, par contre, on est plusieurs pédopsies sur le groupe. Mais en général, ça mobilise, on va dire, alors c'est pédopsychiatre et psychologue, ça mobilise à chaque fois 2 personnes pour chaque groupe. Donc 2 personnes pour le groupe parent, 2 pour le groupe ado, et en général, une psycho individuelle sur l'individuel. Donc oui, ça mobilise beaucoup. Je n'ai pas forcément peut-être répondu à la question, mais… Il y a la version low cost. Moi, je suis dans un CMP du nord de la France où on déborde, on déborde, on déborde, on déborde. C'est affreux. Et on a réussi quand même avec 2 psychos et moi. Et en fait, le modèle nord-américain, il y a même des éducateurs, des travailleurs sociaux. Ce n'est pas forcément des thérapeutes. C'est-à-dire que ça peut être étendu. Et moi, mon objectif, c'est que dans le CMP où je travaille, tout le monde soit un peu formé et puisse animer et co-animer. Bon, malheureusement, effectivement, il n'y a pas de méthode miracle. C'est effectivement quand même une modalité qui effectivement est chronophage. La preuve, c'est que nous-mêmes, on a eu du mal. On a beaucoup de mal, hein, à faire perdurer les équipes, hein. C'est un des plus grands défis, hein. C'est une fois qu'on a monté une équipe, elle dure 4-5 ans et après, effectivement, ça s'étiole. Chacun part un peu de son côté. Et ça, c'est un grand défi. Et puis, la pénurie de pédopsychiatres, je n'ai pas la solution. Elle est politique peut-être, mais ça, c'est un débat qui nous dépasse, hein. Elle va être rejointe par la pénurie de pédiatres. Donc, Ouais. Mais l'avantage, c'est que c'est une thérapie qui est, voilà, enfin, ça fédère l'équipe. Donc, c'est motivant. Oui. Par rapport à travailler seul dans son cabinet face à l'ado, il y a un truc aussi, voilà, travailler en équipe, c'est quand même vachement, enfin, ça renforce, hein. Puis on est supervisé. Donc, oui, y en compris termes de motivation perso, c'est quand même, voilà. Ouais. la proposition de Sophie de finalement d'étendre, d'être en capacitant en équipe, ça, je trouve ça intéressant. Yves Renando salue cette position. Moi, je vais juste vous repasser quand même, parce qu'on est à la SFSA et qu'on tient quand même beaucoup à se retrouver en vrai, le prochain événement qui est le congrès de Lyon qui s'appelle Bouge. Là, vous voyez sur l'écran, on peut s'inscrire dès maintenant. Je pense qu'il faut vraiment garder les dates. Ça va être une grande occasion. Il faut qu'on va se retrouver à plusieurs centaines de toute la France sur ces journées. Il y a une grande impatience de se remettre en débat.
Et le programme détaillé là sur Lyon est super original et riche, quoi. Donc voilà, donc on compte sur vous tous. Merci beaucoup à Sophie Slovaque et à Sébastien Garnier de la Rivière. C'était vraiment passionnant et assez technique pour des généralistes que nous sommes, mais très utile. Et puis, je vous souhaite à tous un bon été et on se retrouve à la SFSA en octobre à Lyon. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée.